Nous recevons cette semaine notre collaborateur Gaëtan Lelièvre, avec qui nous discutons des formes démocratiques ou non du mode de scrutin. Alors bonjour Gaëtan, comment vas-tu? Oui, bonjour Marc, ça va très bien toi-même. Bien, bien, merci. Bon, écoute, la poussière est retombée là, avec les élections qui sont. Bon, les résultats ont déjà eu lieu. Puis on voulait faire quand même un petit compte rendu un peu des résultats, mais aussi de la façon dont moi, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est la représentativité des citoyens dans le fond au Parlement. Et je me demande, par exemple, là, je vais parler peut-être de quelque chose de plus local. Quand je regardais les chiffres, où on voit que Stéphane Sainte-Croix a été élu avec 40% ou 41, quelque chose pour cent. Donc, il reste quand même un 60% dans la région qui n'est pas représentée, ce qui est quand même un chiffre assez élevé qui n'est pas représenté. Toi, comment tu vois ça? Ça peut être au niveau local, mais au niveau national aussi. Ouais, là, tu soulèves tout un dossier. On pourrait en avoir pour des heures à discuter. Surtout que c'est un dossier extrêmement complexe, puis en même temps, qui est relativement nouveau ici au Québec. Bien qu'on parle de la nécessité de réformer le mode de scrutin au Québec et même au Canada. D'autres formations politiques et d'autres gouvernements ont même pris ces engagements-là dans le futur, dont notamment le premier ministre Trudeau. Mais finalement, il n'y a pas eu de suite. Mais au Québec, présentement, c'est la première élection où on voit vraiment l'impact, là, je dirais, du mode de scrutin actuel versus la multiplication des formations politiques au Québec. Hein? On voit que le vote se dilue. On est rendu avec 5 formations politiques là majeures, principales, alors qu'on était habitué au Québec et au Canada souvent à faire la lutte entre 2 formations politiques, les Bleus et les Rouges, ou les libéraux et le Parti québécois là pour ce qui est du Québec. Donc là, la carte politique a changé. On a plus de formations politiques. Et on voit que le vote est divisé de plus en plus. Puis ça nous donne un gouvernement très fortement majoritaire avec 90 députés, incluant le premier ministre, mais qui a seulement 41% des voix. Donc, il y a 60% effectivement des électeurs et électrices qui ne sont pas représentés comme elles le voudraient ou elles le voudraient, là, compte tenu de toute la différence entre le nombre de voix exprimées et le nombre de députés élus qui vont siéger à l'Assemblée nationale. Comment est-ce qu'on pourrait... Je sais qu'il y a plusieurs façons dont on pourrait procéder pour essayer de le rendre, je dirais, plus démocratique ou plus représentatif. Toi, tu verrais ça comment? S'il y avait une démarche à prendre, laquelle ce serait? Ben, il y a plusieurs pays ont modifié, ont adapté leur mode de scrutin en fonction de cette nouvelle tendance-là, qui est la multiplication des partis. On le voit en Europe. En Europe, c'est très présent. En Amérique, un peu moins. Mais en Europe, c'est présent depuis un bon bout. Et on voit que ça a pour résultat de donner souvent des gouvernements minoritaires et des gouvernements de coalition. Donc, des gouvernements qui sont moins forts, plus fragiles, plus sujets à être renversés. Des gouvernements qui ne peuvent pas ou qui peuvent plus difficilement adopter des réformes majeures qui demandent un fort consensus parce que le vote et les représentants à l'Assemblée législative est divisé dans plusieurs formations. Puis s'il n'y a pas de consensus, bien souvent, malheureusement, la question de l'opposition, hein, les oppositions sont là pour s'opposer, malheureusement. Et si le gouvernement ne reçoit pas l'appui des autres formations politiques, bien souvent, ces projets de loi costauds, vraiment importants, bien, ne passent pas. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Écoute, c'est très complexe, mais je te dirais que dans l'ensemble des éléments, moi, qui me préoccupent, advenant une réforme du mode de scrutin, c'est qu'on tienne compte de la réalité des régions. Parce que souvent, on modifie le mode de scrutin en se basant principalement sur l'aspect populationnel. C'est-à-dire qu'au Québec, présentement, actuellement, la règle, c'est de tenter d'avoir des circonscriptions qui ont environ 60 000 électeurs, plus ou moins 20%. Donc, 60 000 électeurs et plus un comté, 60 000 électeurs et moins un comté. Dans le comté de Gaspé, par exemple, on avait, la dernière fois que j'ai vérifié, on avait environ 32 000 électeurs. Mais on avait comme une exception. Il y a des comtés d'exception. Donc, la Gaspésie, là, Bonaventure, Gaspé, puis plusieurs circonscriptions en région peuvent pas atteindre 60 000 électeurs. 60 000 électeurs, il faudrait avoir des comtés
qui serait, par exemple, pratiquement de Gaspé à Rimouski. Donc, t'imagines-tu la grandeur de ce territoire-là, la difficulté pour le député de bien servir ses électeurs et électrices, de bien connaître l'ensemble des enjeux, toutes les nuances là, qui dans ce grand comté-là, et aussi l'accès aux députés pour la population. Imagines-tu que quelqu'un qui demeurait, par exemple, à Gaspé devrait aller à Rimouski rencontrer son député ou vice-versa. Donc, c'est toute la notion d'étendue du territoire, de dispersion de la population qu'on retrouve dans les régions dites ressources, dites éloignées, comme la Gaspésie, l'Abitibi, le lac Saint-Jean, la Côte-Nord. Donc, c'est ça. Le Québec, on a toujours dû fonctionner avec des paramètres là qui nous fixaient des contraintes populationnelles, géographiques, parce qu'on a un immense territoire. C'est la même chose pour les services de santé. Il faut s'assurer d'avoir des services de santé valables sur l'ensemble de ce territoire-là. Même chose pour l'éducation, le transport. Donc, quand on arrive au niveau de la politique, ben c'est la même préoccupation qu'on doit avoir. On doit s'assurer que les élus en place aient accès à la population et vice-versa. Puis aussi que les élus ne soient pas confrontés dans des positions où ce que ça soit finalement pratiquement impossible de bien défendre leur dossier. Parce que, imagines-tu, un député qui aurait un territoire comme quelque chose comme Rimouski ou Sainte-Flavie jusqu'à Gaspé, de défendre tous ces dossiers-là. Souvent, ces dossiers-là sont en compétition parce qu'on a 300, 400, 500 kilomètres de territoire. Donc, des sous-régions du comté pourraient être en compétition dans des dossiers équivalents. Donc là, le député pourrait difficilement prendre position. Fait que c'est une réalité là qu'il faut prendre en compte. Donc, c'est sûr que la question du mode de scrutin va être sur la sellette, va être très, très, très populaire dans les prochains mois, les prochaines années. Maintenant, jusqu'où on va aller, c'est une autre chose. Tu sais, je disais là-dessus que une grande proportion de la population, quelque chose comme 70, c'est pas 80% de la population, est ouvert à revoir le mode de scrutin. Mais le problème, c'est quand on arrive pour en discuter, les principaux concernés ne s'entendent pas sur la façon de le revoir. Hein? Puis là, il y a toute la question c'est très technique. On parle de proportionnel mix, proportionnel régional, double tour. On pourrait, par exemple, dire un premier tour et les 2 ou 3 partis qui vont recevoir le plus de votes vont participer à un deuxième tour, puis on éliminerait les partis qui auraient reçu le moins d'appui lors du premier tour. Fait qu'il y a une multitude, là. Puis ça, les gens qui sont intéressés ont seulement qu'à aller sur Internet puis voir les différents systèmes qui existent dans le monde, là. Il y a beaucoup, je vois, j'ai sous les yeux une image que tu m'as envoyée, on la diffusera pendant qu'on se parle, d'une colonne scrutin actuel et scrutin proportionnel. Ça, c'est quand même assez parlant de voir que du coup, même le Parti conservateur qui était à 0 dans le scrutin actuel se retrouve avec le chiffre 10 quand même au scrutin proportionnel. Donc, ce qui est quand même fait une grosse différence. Oui, absolument. C'est toute la différence. C'est toute la différence, c'est clair. Puis, c'est clair que c'est un élément extrêmement important. Chose qui est sûre, c'est une discussion qui est incontournable aujourd'hui. Maintenant, une fois qu'on a dit que le système actuel n'est pas parfait, est-ce qu'il en existe un qui est mieux? C'est là la question. Puis par expérience, partout sur la planète, partout dans le monde, quand on discute de changer le mode de scrutin, c'est là que c'est des années avant d'arriver à un consensus. Parce que c'est pas simple de trouver le système qui va rallier davantage. Autrement dit, notre système actuel n'est pas parfait, mais est-ce qu'il y en a un qui est meilleur? C'est le travail qui va devoir être fait, être examiné. Mais avant ça, je te dirais que demain matin, à mon avis, la prioritaire, oui, c'est de garder un œil sur le mode de scrutin, voir si on peut trouver mieux, tout en tenant compte de la réalité géographique et politique du Québec, et en faisant en sorte que ce ne soit pas les régions qui, une fois de plus, payent le prix très lourdement payé pour encore perdre leur représentation. Tu sais, moi, quand je me suis présenté en 2012 en politique québécoise, déjà, on avait agrandi le territoire. On avait enlevé des députés dans les régions pour en donner plus dans les grands centres urbains. Donc là, une prochaine réforme, telle que ça avait été discuté des dernières années, fera en sorte qu'on passerait de 125 à 75 députés qui desserviraient l'ensemble du Québec. Donc, c'est énorme, là. On devrait diviser la carte du Québec en 75 comtés au lieu de 125. Fait que ça prend pas un comptable et un géographe, là, très chevronné pour comprendre que nos comtés, il va falloir qu'ils agrandissent. Puis ils agrandissent où? Dans les régions.
Parce qu'à Montréal, là, 60 000 électeurs, 80 000 électeurs, là, on peut trouver ça facilement dans quelques coins de rue. Il y a une grande concentration de la population. Hein? Donc, si on regarde cette mathématique-là bête et simple, comme juste la question mathématique de dire on veut, par exemple, un électeur par 60 ou 80 000 de population, ben c'est clair que ça va avoir beaucoup moins d'impact dans les grands centres. Les gens dans les grands centres ne s'en rendront même pas compte à la limite, mais nous, on va s'en rendre compte quand on va dire le territoire du comté de Gaspé, il part de Cap-Chat, puis il doit aller jusqu'à Montjoly, Sainte-Flavie, puis peut-être même Rimouski. C'est toute la différence, autant pour les députés en place que pour la population. Donc, ça, c'est le volet de la réforme du mode de scrutin. Mais j'aimerais qu'on parle un peu aussi de la question de la réforme du système parlementaire. Ça, c'est ça, oui. C'est ce que problème majeur. C'est ce que tu m'apprenais un peu tout à l'heure hors d'onde, que la réforme du système parlementaire, dans le fond, est-ce que c'est quelque chose pourquoi est-ce qu'il serait plus majeur que le mode de scrutin? Ben, c'est parce que présentement, on sort d'une élection, hein, un mandat majoritaire du gouvernement. Donc, pendant les 4 prochaines années, on peut discuter du mode de scrutin s'il y a une ouverture de l'ensemble des formations politiques, parce qu'oublions pas que ça prend l'unanimité pour modifier le mode de scrutin actuel. L'unanimité, tous les partis doivent être d'accord. C'est quand même pas rien. Mais, chose qui est sûre, dans les prochains jours, les députés vont être assermentés et ils doivent ensuite faire leur entrée au Parlement. Et quand tu es un député indépendant ou un député d'une formation politique qui ne répond pas aux 2 critères suivants, c'est-à-dire avoir un minimum de 10 députés élus ou avoir été chercher 20% d'appui dans le vote lors du dernier scrutin, ben, selon les règles actuelles, tu n'es pas reconnu comme un parti officiel. Donc, ça veut dire que le Parti québécois, par exemple, qui a 3 députés élus, ben, il n'y a pas eu 20% d'appui dans le vote, suffrage du vote. On parle de, je crois, 13%. Et il y a 3 députés, c'est loin du 10 qui est prévu dans les règles. Donc, en théorie, le Parti québécois ne serait pas reconnu comme une formation politique officielle. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait en sorte que si tu n'es pas reconnu comme une formation politique, tu n'as pas droit au budget de l'Assemblée nationale parce qu'un parti reçoit du budget de l'Assemblée nationale pour engager des recherchistes, du personnel de soutien pour vraiment alimenter les élus, pour bien bâtir des dossiers, rédiger des projets de loi, faire de la recherche, etc. Mais aussi, le fait d'être reconnu un parti politique, ça te donne droit à un certain nombre de questions durant la période de questions et aussi du temps de parole dans les travaux des commissions parlementaires. Donc, si on ne modifie pas les règles actuelles, 20% d'appui au scrutin ou un minimum de 10 députés élus, ben plusieurs formations politiques, dont le Parti québécois et aussi le Parti conservateur du Québec, et lui, c'est encore plus difficile parce qu'il n'y a même pas aucun député d'élu. Pourtant, il est allé chercher quelque chose comme tout près de 13 ou 15% là, d'appui populaire. Donc, oui, ça interpelle le mode de scrutin, mais plus concrètement, demain matin, à partir du moment où tous les députés vont être assermentés cette semaine, ben qu'est-ce qui les attend après? C'est une rentrée au Salon Bleu, c'est une rentrée au Parlement, participer aux travaux parlementaires, mais une équipe de députés, de 3, comme le Parti québécois, qui n'aurait pas de budget de l'Assemblée nationale, ben, pour avoir été député pendant quelques années, je sais très bien que ça fait une énorme différence parce que quand on débat d'un projet de loi, quand on veut soumettre un projet de loi, quand on veut aller en commission parlementaire, puis discuter, critiquer, bonifier un projet de loi, ça nous prend des employés qui nous alimentent, qui vont faire des recherches sur le sujet qui est en question pour pouvoir amener un contenu intéressant et pertinent. Donc, c'est énorme. Et ça, c'est dans les prochaines semaines qu'on va voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Puis ça, c'est plus facile à régler qu'une modification du mode de scrutin. C'est plus facile. L'Assemblée nationale a plus d'emprise là-dessus pour réagir rapidement. Il l'avait fait d'ailleurs en 2018 pour diminuer le nombre de députés et permettre à Québec solidaire et au Parti québécois, avec 10 députés, d'être reconnus comme un parti et avoir un parti officiel et avoir des budgets. Maintenant, là, on doit partir de 10. Est-ce qu'on va descendre jusqu'à 3? Est-ce qu'on va dire dorénavant, ça va être 5, ça va être 8? C'est tout ça qu'on va examiner dans les prochaines semaines. Là, ça va être à suivre.
D'accord. Plus je t'écoute et plus on avance dans le processus, plus j'ai l'impression que l'entonnoir, c'est comme un entonnoir et la représentativité est encore moins que ce que je pensais, dans le fond, avec tous ces règlements et ces lois-là. Oui, absolument. C'est les deux points qu'on vient de soulever sont complémentaires. Ils sont à la limite indissociables, mais je te dirais que celui qui me préoccupe le plus à court terme, c'est savoir vraiment quel va être l'avenir des formations politiques qui n'ont pas réussi à atteindre le nombre de 10 députés ou de 20% d'appui au scrutin. Parce que ça fait toute la différence. Sinon, ça fait des formations politiques non reconnues et qui finalement ont pratiquement un statut de député indépendant. Donc, ça fait une grosse différence dans la capacité d'intervention de ces députés-là, qui finalement seraient plus ou moins supportés par des équipes en place. Puis on sait que la politique, c'est extrêmement exigeant, ça demande une approche rigoureuse, on doit faire des recherches précises, approfondies, si on veut finalement être entendu, être écouté par l'ensemble des autres formations politiques. Il faut avoir des dossiers bien étoffés. C'est beau d'avoir toute la volonté du monde, c'est beau de travailler 16 heures par jour, mais à un moment donné, ça nous prend des ressources, c'est clair. Sinon, les résultats risquent d'être, je dirais, d'être moindres et à ce moment-là, ben tout le monde est perdant. Hein? En tout cas, merci beaucoup pour ce compte-rendu là, de ce reflet des élections, puis de ce qu'il en est présentement. Et puis, on va se reparler d'ici peut-être une quinzaine de jours et revenir un peu à nos discussions sur l'actualité, si tu es d'accord. Parfait, ça me fera plaisir. Merci Gaëtan. Merci à toi, bonne journée. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.